Le monde du développement logiciel est en pleine ébullition. Ça bouge, et ça bouge très vite. L'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un gadget sans pas, c'est devenu un véritable copilote pour des millions de développeurs. Du coup, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on doit l'utiliser, mais plutôt comment est-ce qu'on l'utilise bien. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ok, alors voilà le programme. On va d'abord prendre la mesure de cette révolution, voir à quel point elle change la donne. Puis, on verra le fossé un peu inattendu qu'elle est en train de creuser entre les développeurs. Après ça, on va chercher une vraie méthode de travail pour sortir du chaos, on identifiera les compétences qui deviennent cruciales, et on finira par un point super important, les pièges à éviter à tout prix. On commence par les bases. Beaucoup voient encore l'IA comme un outil de plus dans la caisse à outils. Mais en fait, c'est une grosse erreur de perspective. Il faut la voir comme la nouvelle fondation, le nouveau socle sur lequel tout le développement logiciel va se construire. Regardez-moi ce chiffre, 84%. C'est juste énorme. On parle de la quasi-totalité de la profession. L'adoption n'est pas juste rapide, elle est absolument fulgurante. Ignorer ça aujourd'hui, franchement, c'est un peu comme refuser d'utiliser un IDE il y a 15 ans. On se met hors jeu, tout simplement. Et si les statistiques d'usage ne suffisent pas, il suffit de suivre l'argent. Le marché va être multiplié par presque 9 en à peine 10 ans. Ce ne sont pas des investissements faits sur un coup de tête pour un gadget. C'est le signal d'une transformation économique hyper profonde de toute notre industrie. Et ça, c'est le point central de toute notre discussion. L'idée, ce n'est surtout pas de tout jeter par la fenêtre et de repartir de zéro. Bien au contraire. Le but, c'est de prendre les principes solides du software engineering qui ont fait leurs preuves et de les adapter à ce nouvel outil surpuissant. C'est ça le mot d'ordre, l'adaptation. On aurait pu penser que ces outils allaient, en quelque sorte, égaliser les chances, rendre tout le monde meilleur de la même façon. Mais en fait, il se passe exactement l'inverse. On assiste à la création d'un nouveau fossé d'expérience, un fossé qui sépare de plus en plus les développeurs seniors des juniors. Et c'est là que tout se joue. D'un côté, les seniors. Grâce à leur expérience, ils voient l'IA comme un levier de dingue. Ils repèrent en un clin d'œil les erreurs, ils corrigent ses suggestions, ils l'utilisent avec confiance. Et de l'autre, les juniors. Sans ce bagage, ils ont tendance à soit être trop méfiants, soit, à l'inverse, à accepter les suggestions sans aucun recul critique. Et ça peut être inefficace, voire carrément dangereux. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes, c'est sans appel. Un tiers des développeurs seniors génèrent plus de la moitié de son code avec une IA. Chez les juniors, on tombe à seulement 13%. C'est plus du double d'écart. Clairement, l'expérience est le facteur numéro 1 pour vraiment exploiter la puissance de ces outils. Bon, alors, comment on fait pour combler ce fossé? La réponse, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler différemment. Il faut absolument sortir de cette utilisation un peu chaotique, au feeling, pour aller vers une approche structurée, une vraie méthodologie professionnelle. Et le principal ennemi dans cette histoire, c'est ce qu'on peut appeler le vibe coding. C'est l'idée de coder à l'instinct en balançant des prompts à l'IA en espérant que la magie opère. C'est tout le contraire de l'ingénierie logicielle. On a l'impression d'aller super vite sur le moment, mais en réalité, on est juste en train de construire un château de cartes, un truc fragile, instable et complètement impossible à maintenir sur le long terme. La question est donc toute simple. Si on ne peut pas se permettre de coder au feeling, quelle est la bonne posture, le bon état d'esprit à adopter face à ces assistants? La réponse, c'est un changement total de mentalité. Il faut arrêter de voir l'IA comme une sorte de stagiaire magique qui devine ce qu'on a en tête. Il faut plutôt la considérer comme un collègue senior, extrêmement compétent, mais qui vient d'arriver sur le projet. Pour être efficace, il a besoin qu'on lui donne tout le contexte, tous les détails. Et ça, concrètement, ça se traduit par un cycle en 4 étapes. D'abord, on planifie, c'est la phase de discussion où on donne à l'IA tout le contexte, les contraintes, les objectifs, comme on brieferait un collègue humain. Ensuite, on passe à l'action, on la laisse agir, mais on garde un œil dessus. Puis vient l'étape la plus importante, examiner. On analyse le code qu'elle a produit avec la même rigueur, la même exigence que pour une code review d'un pair. Et enfin, on répète, on itère. Chaque cycle affine le résultat. C'est ça, une collaboration saine et structurée. Et forcément, si la méthode de travail change, les compétences requises doivent évoluer aussi. Être un excellent développeur en 2025, ça ne veut plus dire exactement la même chose qu'en 2018. Ce changement de rôle est vraiment profond. Le développeur n'est plus seulement celui qui pisse du code, qui écrit des lignes les unes après les autres. Il devient de plus en plus un architecte, qui conçoit les plans de la solution, et un chef d'orchestre, qui guide l'IA pour s'assurer que l'ensemble est cohérent et fonctionne bien. C'est un rôle beaucoup plus stratégique. Alors, concrètement, ça repose sur quoi?
sur 3 grands piliers. Le premier, ce sont les fondamentaux. Ils ne disparaissent pas, bien au contraire, ils deviennent encore plus importants. Aucune IA ne peut décomposer un problème complexe à notre place. Le deuxième pilier, c'est la nouvelle compétence technique, l'orchestration de l'IA. Savoir comment lui parler, comment la guider, comment évaluer son travail. Et enfin, le troisième pilier, celui qui fera toute la différence, les compétences humaines, la communication, la collaboration, la vision produit. Ça, aucune machine ne pourra jamais le remplacer. On termine avec un point qui est absolument essentiel, les pièges. Parce que cette nouvelle façon de travailler amène avec elle de tout nouveaux risques. Et connaître ces pièges, c'est ce qui fait la différence entre aller beaucoup plus vite et créer une dette technique absolument monumentale. Le premier grand danger, le plus évident peut-être, c'est la mentalité de la boîte noire. C'est tout simplement le fait de copier-coller du code généré par l'IA sans chercher à comprendre ce qu'il fait. C'est une faute professionnelle grave qui mène inévitablement à des systèmes pleins de bugs, impossibles à maintenir et qui finiront par exploser en production. Et parmi les comportements à risque, il y en a quelques-uns qui reviennent tout le temps. Le plus pervers, c'est peut-être l'illusion de productivité. On a le sentiment d'aller à une vitesse folle, alors qu'en réalité, on passe 2 fois plus de temps à débugger un code qu'on ne maîtrise pas vraiment. Si on ajoute à ça le risque de devenir trop dépendant et de perdre ses propres compétences ou de donner des instructions trop vagues, on se retrouve avec un cocktail parfait pour créer des failles de sécurité. Heureusement, il existe des solutions concrètes et bien connues pour se protéger. Par exemple, appliquer le TDD. Demander à l'IA de générer les tests avant le code d'implémentation. Ça la force à se concentrer sur le résultat attendu. Mettre en place des garde-fous techniques comme les tests unitaires et le typage strict, ça permet de cadrer son travail. Et puis, il y a des réflexes d'hygiène de base, comme bien gérer le contexte de la conversation et documenter ses choix, qui sont vitaux pour une collaboration saine et sécurisée. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu. L'IA, c'est un amplificateur. Si nos pratiques de base sont bonnes, elle va les rendre exceptionnelles. Mais si elles sont mauvaises, elle va les rendre absolument désastreuses. Au final, ce n'est pas la quantité de code généré qui compte, mais la qualité de son intégration. Et on va se quitter sur cette réflexion. Si l'IA s'occupe de plus en plus du comment faire les choses, est-ce que notre vraie valeur ajoutée en tant que développeur ne réside pas désormais dans notre capacité à définir le quoi et à valider le pourquoi, définir le besoin, valider la pertinence, donner du sens? C'est peut-être ça finalement le cœur du métier de développeur en 2025.